Je suis ravie donc d'être votre fil conducteur pour cette matinée. Comme l'a rappelé Monsieur Nicolas Blanc, donc, nous revenons d'une intervention à Mayotte qui a permis à 80 participants aussi de se sensibiliser sur ce thème du diabète. Quand Laure m'a proposé de travailler sur le diabète, ça a été assez simple parce qu'en fait, la Réunion, comme les territoires d'outre-mer, ont une histoire particulière avec le sucre, puisque effectivement, on est quand même sur un territoire où la culture ouvrière a permis à de nombreuses personnes de travailler et de vivre pendant des siècles. Donc, le sucre fait partie un petit peu de notre ADN. Et du coup, par rapport à ces questions aujourd'hui du diabète, ça semblait un petit peu naturel de pouvoir travailler sur les problématiques que le sucre peut générer. Donc, on a déjà amorcé un petit peu les sujets en disant qu'il y a une forte prévalence du diabète à La Réunion. Alors, je divulgue un petit peu, voilà, 14% de la population, près de 80 000 personnes, qu'on a des spécificités à La Réunion par rapport au territoire national. Attendez, hop, que je retrouve qu'effectivement, elle ne touche pas de la population de la même manière. Et puis, c'est une maladie qui peut entraîner un certain nombre de complications. Donc, on va avoir différents intervenants ce matin pour nous parler un petit peu de la maladie, pour comprendre un peu quels sont les symptômes, les pathologies, les facteurs de risque et puis les complications, pour vous permettre effectivement de pouvoir relayer cette question. Moi, dans mon enfance, quand j'allais chez ma grand-mère, quand on prenait un café, s'il n'y avait pas 3 cuillères de sucre dans le café, le café, il était amer, vous voyez, donc voilà. Et puis un autre point aussi qu'on n'abordera peut-être pas cette matinée, c'est pour vous dire aussi qu'il a fallu légiférer avec la loi Lurel, qui a été votée en 2013, pour que les industriels diminuent un peu le taux de sucre dans les produits. Vous voyez qu'on a un terrain finalement qui est très favorable à l'augmentation du sucre dans le sang, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Donc, une matinée qui va être assez dense, qui va être, on va dire, articulée par différents temps. On va partir un petit peu de la question du handicap invisible pour vous permettre un peu de vous approprier un peu la typologie des handicaps invisibles. Donc, on aura une première partie avec aussi des personnes du PRITH qui nous font l'honneur d'intervenir ce matin, Jessica Edmond et David Barrault. Et puis le deuxième temps fort de la matinée, ça sera le regard croisé sur la maladie méconnue, donc avec l'intervention d'une diabétologue qui sera en visio. On la remercie déjà de s'être levée très tôt ce matin, donc Estelle Nobecourt, qui n'était pas il y a si longtemps que ça à La Réunion, mais qui a été nommée au CHU de Nancy. On aura aussi la présentation de l'étude épidémiologique sur le diabète, donc avec Madame Rickbourg de l'ORS. Une présentation en fait, de la politique régionale de prévention du diabète, donc avec le docteur Elarouti, qui a remplacé Stélie Chopinet, qui s'excuse de ne pas être parmi nous. Sébastien Legrand, qui interviendra pour le compte de la Caisse générale de sécurité sociale. Et puis, on aura aussi la chance d'avoir des représentants des associations, donc Diane Bayeux, qui représente ADN et ADJ. Voilà, donc cette première table ronde sera émaillée de témoignages. On les remercie. On représentera Anne-Sophie du ministère de la Justice et Sylvia, qui est sa référente. Deuxième, après une petite interlude, on va vous laisser découvrir un petit peu le sujet. On aura la table ronde sur la gestion du diabète, puisqu'on ne peut pas vraiment guérir du diabète, donc les facteurs de prévention et tout ce qu'on doit mettre en place sont très importants. Donc, on aura là aussi des témoignages. Le docteur Luc Fauquenberg d'Intermetra nous
nous expliquera un petit peu comment il intervient, lui, auprès des personnes en situation de handicap et en particulier des diabétiques. Et puis des témoins aussi de l'hospitalière, donc du CHOR, avec Madame Cartier et Monsieur Grimont-Pré, des témoins de la mairie de Saint-Paul, Monsieur Narsama, Madame Mourouvin et leur référent handicap, Monsieur Turpin. Voilà, et on aura aussi la chance d'avoir Madame Leleu, donc, qui nous expliquera un petit peu comment l'éducation thérapeutique du patient peut être un outil à la disposition des administrations, des entreprises, mais surtout pour les patients, pour pouvoir prévenir ces facteurs de diabète. Voilà. Alors, une matinée qui sera aussi scrutée, je dirais, par le docteur Elarouti, qui remplace monsieur Cotelon, qui est le directeur de l'ARS. Donc, il a la charge, et on l'en remercie parce qu'il a été sollicité à la dernière minute. Merci pour l'exercice. Il a la charge un petit peu de faire la synthèse de cette matinée, de nous restituer un petit peu ce qu'il a pu retenir des différents travaux qui ont été faits. Voilà, on vous en remercie et n'hésitez pas à la pause à aller auprès de lui, à lui faire part aussi de vos remarques et de vos questionnements. On va démarrer donc par la première table ronde. Donc cette première partie, donc la thématique, c'est le 80% des handicaps sont invisibles, des maladies qui sont indétectables. Alors on va demander à Jessica et David ce qu'ils en pensent. Merci Sophie. Donc bienvenue à notre petit talk show, Assis, consacré à un sujet d'une importance capitale et pourtant négligée, donc les handicaps invisibles. Donc ces handicaps qui soient mentaux, qui soient chroniques ou qui soient sensoriels, ne se voient pas à l'œil nu, mais ils ont des répercussions quotidiennes sur la vie personnelle et professionnelle des personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, donc, nous allons discuter des enjeux pour ces personnes concernées, mais aussi des défis que cela pose pour leur entourage, pour les employeurs, et des pistes aussi pour mieux les accompagner. Donc Jessica, tu travailles depuis longtemps dans le domaine de l'insertion professionnelle et des personnes en situation de handicap. Et comme nous avons pu le voir dans ce petit film, le handicap invisible reste méconnu pour beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par handicap invisible, s'il te plaît ? Bien sûr, David. Alors, le handicap invisible, en fait, va faire référence à toute condition de santé durable, mais qui ne va pas se voir immédiatement par les autres. Cela peut inclure, comme on l'a vu dans la vidéo, des maladies chroniques, comme par exemple la fibromyalgie, des troubles cognitifs ou encore des troubles psychologiques, comme la dépression. Donc, contrairement au handicap physique, qui, eux, sont visibles, en fait, les personnes qui vont être touchées par un handicap invisible doivent souvent composer avec l'incompréhension de l'entourage, puisque ça n'est pas visible, donc non perceptible par l'entourage, et cela compris sur le lieu de travail. Et parfois, la difficulté, en fait, c'est que ces personnes ne veulent pas que cela se sache. Donc là, en fait, on va se retrouver sur un problème éthique qui est assez évident. Comment finalement concilier le respect de la personne, de ne pas divulguer, de ne pas communiquer sur sa situation de handicap, avec du côté de l'employeur en fait une prise en compte de cette situation. Donc si je comprends bien, l'asthme, ça pourrait être un handicap invisible. Oui, tout à fait. Et l'eczéma ? Pareil. L'anorexie, la bipolarité, l'épilepsie, les TOC ? Tout à fait, David. Tout ce que tu viens de citer peuvent faire partie des handicaps invisibles. Eh bien ça, tu vois, je ne le savais pas. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les personnes ayant un handicap invisible dans le monde du travail plus particulièrement ? Alors, les difficultés sont multiples. Donc, tout d'abord, en fait, les personnes peuvent être confrontées à un manque de reconnaissance ou encore à la minimisation du handicap. Et pour les personnes, en fait, cela peut entraîner une certaine fatigabilité et un sentiment d'isolement. D'autre part, elles peuvent parfois s'adapter, elles doivent s'adapter à des environnements de travail en fait qui ne sont pas pensés pour elles. Par exemple, une personne qui a des troubles de l'attention pourrait avoir besoin d'une salle avec un peu plus de repos ou encore des horaires aménagés.
Si je vous parle peut-être de cette collègue Viviane qui doit partir à 15 heures et des autres collègues qui se regardent et qui disent « Mais t'as vu, elle est arrivée à 8 heures et elle part à 15 heures et nous, on doit rester jusqu'à 17 heures », sans pour autant connaître que Viviane doit aller effectuer des soins justement liés à sa maladie et à son handicap invisible. Et donc finalement, quels sont les principaux enjeux pour les employeurs face à ces handicaps invisibles dans l'entreprise ? Alors pour les employeurs, ça va relever d'un vrai défi, mais aussi d'une réelle opportunité pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Il est primordial en fait de travailler sur un environnement inclusif dans le monde du travail. Pour cela, en fait, on va pouvoir passer par des étapes de sensibilisation des équipes, d'adapter les postes de travail et également de promouvoir une culture qui va permettre aux personnes concernées de se sentir plus en confiance pour pouvoir en parler. Bien souvent, on peut aussi penser à des formations internes en équipe pour que le sujet soit mieux pris en compte et mieux compris, puisqu'une fois en fait, qu'on en parle et qu'on en parle plus facilement, il y a une meilleure prise en compte au sein de l'équipe. Et bien souvent, c'est prouvé quand un environnement de travail en fait est adapté pour une personne, c'est l'ensemble des collaborateurs qui peuvent peut-être y bénéficier. Et ça, on a parfois du mal à le reconnaître. Comme la rampe devant une banque qui peut servir à tout le monde. Par exemple. Il n'y a pas longtemps, je regardais un dessin où on voyait des enfants qui attendaient pour monter un escalier enneigé. Et il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de nettoyer l'escalier. Il y avait une petite rampe et il y a un monsieur en fauteuil roulant qui s'approche et qui dit « Mais vous ne pourriez pas nettoyer d'abord la rampe ?» Et la personne dit « Attendez, il y a tous ces enfants qui attendent les escaliers. » Et la personne en fauteuil roulant dit « Si vous nettoyez la rampe, tout le monde peut la prendre. Alors que les escaliers, moi, je ne pourrais pas la prendre. » Et ça me fait penser à une situation que j'ai vécue aussi dans une école. On avait un jeune qui était sourd, qui était malentendant et qui ne maîtrisait pas la langue des signes. Recording in progress. D'accord, merci. Qui ne maîtrisait pas la langue des signes et pour qui on avait mis en place dans son école, il était en CP, des séances de sensibilisation et d'apprentissage de la langue des signes. Donc toutes les semaines, un enseignant venait enseigner la langue des signes, pas à cet élève uniquement, parce que ça ne sert à rien de maîtriser la langue des signes si je ne peux pas communiquer avec les autres. Donc il enseignait à cet élève, à toute sa classe, mais aussi à l'enseignant, et à l'AESH, et au directeur. L'année d'après, le gamin est passé en CE1, donc il a continué à enseigner la langue des signes au CE1, puis aussi au nouveau CP. L'année d'après, il a enseigné tous les CE2, tous les CE1 et tous les CP. L'année d'après, pareil. Et là, cette année, il est en CM2, donc toute l'école est bilingue. Toute l'école maîtrise la langue des signes. Et si je te parle de ça, Jessica, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai croisé le papa justement de cet enfant dans un supermarché. Et il y avait le papa d'un autre enfant qui était dans son école. Et les deux enfants sont devant moi, hein, ils ont accouru pour se dire bonjour et pour te communiquer. Et le premier réflexe de l'autre enfant, qui n'était pas sourd, ça a été de communiquer avec la langue des signes. Et à ce moment-là, le papa de l'enfant qui n'était pas malentendant a dit « C'est impressionnant, depuis que mon fils maîtrise la langue des signes, il a changé, il est différent, il fait attention aux autres, il y a plein de choses qu'il connaît mieux, il y a plein de choses qui se voient tous les jours, alors qu'avant, et finalement, la langue des signes, c'est pas uniquement que pour les sourds. » Et je me rappelle, ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, mais finalement, tout ce qu'on fait pour, soi-disant, ce jeune sourd ou pour ces personnes en situation de handicap, mais c'est très bien, c'est important de le faire, mais c'est pas que pour eux, finalement, qu'on le fait. Et c'est ça aussi, donc c'est pour ça, ça me fait penser à ça, et je voulais le dire. Merci, David. Quel impact ce handicap invisible peut-il avoir sur les relations, dans les relations professionnelles ? Alors, les handicaps invisibles, en fait, peuvent parfois compliquer la dynamique dans les relations de travail, puisqu'en fait, les collègues peuvent souvent interpréter les absences fréquentes ou encore les demandes d'aménagement qui peuvent être marquées comme un manque d'investissement de la part du collaborateur. De plus, en fait, et on l'a souligné à plusieurs reprises, en fait, une personne ayant un handicap invisible peut avoir du mal à se confier à son entourage professionnel par la peur du jugement ou encore par peur d'être stigmatisée, ce qui va en fait alourdir la pression qu'elle va pouvoir ressentir. Et là, en fait, on va être face à des incompréhensions et à des non-dits
ce qui va entraîner un stress accru et des relations tendues. Du coup, David, moi j'y pense, tu travailles beaucoup en fait avec les écoles, les collèges, les lycées, notamment avec des jeunes en situation de handicap cognitif, sensoriel. Finalement, n'y a-t-il pas des points communs dans les réponses qu'on peut apporter à ces personnes, que ça soit dans le milieu scolaire ou le milieu professionnel? Oui, effectivement. Donc moi, je ne connaissais pas trop le monde de l'insertion professionnelle. J'étais plutôt dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est vrai que je découvre et je me rends compte qu'il y a effectivement beaucoup de points communs. Il y a des ressemblances, notamment dans les aménagements qu'on peut proposer dans ces deux contextes, à l'école ou au travail. Et on rencontre d'ailleurs les mêmes difficultés avec les employeurs qui ne sont pas forcément au fait de tous ces enjeux et les enseignants dits de l'ordinaire qui aussi ne sont pas au fait, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas au fait. Donc il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire. Mais souvent, les enseignants de l'ordinaire ne sont pas forcément sensibilisés et ont du mal à trouver des réponses adaptées, ont du mal à comprendre les enjeux. Et sans forcément qu'ils soient malveillants, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent, sans le vouloir, mettre les jeunes en difficulté. Et donc, effectivement, donc, il y a ces enjeux que tu évoques, qui sont, je pense, aussi les mêmes dans le monde scolaire, en tout cas, je trouve. Justement, David, quelles sont les erreurs fréquentes que les employeurs ou les collègues commettent lorsqu'ils interagissent avec une personne qui a un handicap invisible? Justement, donc, que ce soit dans les collèges, les lycées ou au travail, la première erreur, c'est parce qu'on ne le voit pas, le handicap n'existe pas. Ou alors, comme il ne se voit pas, c'est qu'il n'est pas très très grave. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de penser effectivement que c'est pas très très grave. Ensuite, et c'est souvent, à la base, ça part souvent d'un bon sentiment, on a souvent tendance, et c'est une erreur, à demander des explications de manière un petit peu trop intrusive. Ah j'ai appris que tu étais dyslexique, mais alors, donc ça veut dire qu'il faut... Voilà, ça c'est une erreur parce que bien souvent, les personnes n'ont pas forcément envie de savoir que ça se sache, en tout cas. De juger aussi la performance au travail de manière un peu négative ou trop rigide, sans tenir compte des difficultés. Tu parlais de Viviane tout à l'heure ou de quelqu'un d'autre, sans tenir compte des difficultés pour cette personne, des difficultés sous-jacentes qui sont très très problématiques quand on est au travail. Enfin, certains employeurs ne réalisent pas l'importance d'aménagements très simples, mais vraiment très simples et très accessibles, comme la flexibilité des horaires, comme le télétravail, comme un environnement calme, ou même un aménagement ergonomique de l'espace de travail qui n'est pas forcément très coûteux et qui aggrave les difficultés pour la personne concernée. Et du coup, tu parles d'aménagement simple. Que peut faire concrètement un employeur qui souhaite mieux accompagner un collaborateur qui a un handicap invisible? Alors, premièrement, avant de parler d'aménagement, je parlerai plutôt de culture d'entreprise bienveillante, accueillante et inclusive. Je pense que si effectivement au travail, on se sent accueilli et on se sent effectivement dans un environnement qui est propice à cette relation de confiance-là, je pense que chacun peut se sentir libre de parler de ses besoins sans crainte de discrimination. L'employeur peut aussi également mettre en place des dispositifs d'aménagement, tu l'as dit, de travail plus ou moins accessibles, sans qu'il soit nécessaire de révéler les détails concernés. C'est-à-dire que je vais aménager les horaires pour telle ou telle personne, je ne vais pas forcément dire que c'est parce qu'elle est en situation de handicap que je vais le faire, mais je vais le faire pas que pour cette personne, je vais le faire aussi pour d'autres personnes. Donc ça, c'est un aménagement qui peut se faire. Ça peut être le télétravail, ça peut être l'adaptation des horaires, et ça peut être aussi un soutien psychologique qu'on peut proposer à tous, de manière accessible, de manière plus ou moins universelle, proposer du matériel ou du mobilier adapté, ergonomique. Ça ne coûte pas tant d'argent que ça. Parfois, il y en a qui coûtent très cher, mais si on se débrouille bien, si on est inventif, ça ne coûte pas forcément très cher. En tout cas, la clé, c'est de proposer des options sans forcer la personne à se dévoiler ou à communiquer par rapport à ça ou à se justifier. Et l'idée, donc, c'est favoriser l'accessibilité au travail, comme je disais tout à l'heure, pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, mais pour tout le monde. Comme dans l'exemple que je disais. Très bien. Imaginons, je suis employeur, je souhaite sensibiliser mon équipe à la question du handicap invisible, sans pour autant stigmatiser les collègues qui m'en ont parlé à moi personnellement. Je fais comment ? Je pense que la première chose à faire, c'est de sensibiliser les équipes, de sensibiliser tout le monde par des campagnes sur le handicap, en incluant à la fois le handicap visible et invisible. Ça permet de normaliser les discussions autour de ces sujets sans pointer du doigt certaines personnes en particulier. Donc ce serait des formations sur des différents types de handicap, on l'a vu, c'est pas forcément très très connu, et sur la manière d'offrir un soutien adapté. Et ça peut aussi permettre aux salariés de mieux comprendre les enjeux.
Et l'idée aussi, c'est de pas forcément tomber dans le pathos et de pas forcément tomber dans ah ben oui, mais c'est très grave ce que tu as ou oh pauvre de toi. Donc tout ça, ça s'apprend. Hein. On n'est pas forcément, moi quand je bosse avec les collègues de l'ordinaire qui me disent mais je suis pas formé, qui découvrent un petit peu tout ça, ils me disent mais enfin je connais pas en fait. Si je connaissais, si on m'avait prévenu, ben, j'aurais peut-être fait autrement. Quand je vois ce gamin qui a un ordinateur, pour moi, il est juste feignant, il est juste fatigué. C'est pas la peine qu'il ait un ordinateur. Alors que quand tu viens de m'expliquer que oui, il est dyspraxique et que sans l'ordinateur, il peut pas passer par l'écrit, et qu'en lui enlevant l'ordinateur, je le mets encore plus en difficulté, eh bien, c'est voilà. Donc c'est bien, c'est pas évident pour tout le monde. Et donc l'idée, c'est de sensibiliser les gens sans forcément les faire culpabiliser, parce que c'est normal de pas être au courant de tout ça. Très bien. Tu as évoqué quelques pistes déjà, des solutions. Si on doit résumer en 3 points, 3 grandes thématiques qu'on doit retenir sur ces solutions. La première, ce serait la sensibilisation à travers la formation et la communication. La deuxième, ce serait ce que j'ai beaucoup évoqué, l'accessibilité, donc garantir l'accès à des aménagements simples et raisonnables, parce que je sais aussi qu'il y a dans le monde du travail, il y a aussi d'autres contraintes et d'autres enjeux. Et donc l'idée, c'est de trouver des aménagements qui soient raisonnables et dans lesquels tout le monde se retrouve, pour les salariés, sans qu'ils aient besoin forcément de dévoiler leurs difficultés. Et enfin, autre chose que je vois, c'est aussi mettre en place des politiques de gestion des talents, en tout cas des capacités, de ne pas uniquement parler de difficultés, mais de parler de capacités, de ne pas parler uniquement de vulnérabilité, mais de capacités qui tiennent compte justement de la diversité des besoins, notamment via des dispositifs comme le tutorat, le mentorat, je veux dire, ou des cellules d'écoute pour accompagner les personnes concernées. Merci. Donc, on a eu également des questions du public auxquelles on a pu y répondre à travers ces différentes questions. Et il y a un point qu'on n'a pas forcément, enfin deux points qu'on n'a pas forcément abordés. Il y avait une question notamment sur l'habitat inclusif. Donc la question était la suivante. On parle d'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. Donc concrètement sur le territoire, qu'est-ce qui a été réalisé pour les personnes en situation de handicap psychique ? Alors sur le territoire, je suis allé voir des données de 2023. Il y a quand même certaines choses qui se font. Père-Favron, le CCAS du Tampon et de Saint-Joseph, Père-Favron à Saint-André, la LEFPA au Tampon à Sainte-Suzanne, la CEMAC à Saint-Benoît. Il y a d'autres initiatives surtout qui sont personnelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles, de plus en plus, pas beaucoup, pas suffisamment, mais de plus en plus de familles qui décident de partir dans cette option-là, où au lieu effectivement de mettre mon marmaille dans une structure, dans une infrastructure qui est souvent éloignée, avec la problématique du transport, bien l'idée c'est de louer une maison avec comme de la colocation et de mettre dans cette maison des amis, des camarades ou d'autres personnes qui sont en situation de handicap, où c'est justement les ergots qui viennent voir, les éducateurs, les infirmiers qui viennent dans cette maison, au lieu que ce soit dans un institut, soit qu'ils se déplacent, etc. Donc ça, c'est assez récent. En métropole, on le voit un petit peu plus, même si quand même, il y a pas mal de choses qui commencent à se faire à La Réunion. Il y a des choses qui sont structurelles, institutionnelles, et il y a aussi des exemples qui sont complètement personnels et qui marchent très, très bien. En tout cas, c'est très prometteur. Et je pense que c'est une piste qu'il faut vraiment envisager parce que ça fonctionne très, très bien. Et les familles s'y retrouvent, les jeunes s'y retrouvent, les personnes concernées s'y retrouvent. Beaucoup aussi d'habitat inclusif concerne aussi les personnes âgées aussi. Tout à fait. Et enfin, la deuxième question, c'est le domaine du nettoyage en entreprise étant principalement féminin. Est-ce que la liste des handicaps visibles ou invisibles est-elle évolutive, notamment l'endométriose ? Tu l'as dit tout à l'heure, l'endométriose aujourd'hui est reconnue comme un handicap. Alors, il y a plusieurs paliers de reconnaissance, mais en tout cas, elle est reconnue, ce qui n'était pas le cas avant. Donc oui, j'ai envie de dire que oui, c'est évolutif et que certaines maladies qui au départ n'étaient pas reconnues comme du handicap invisible, aujourd'hui le sont. Donc je pense que ça va continuer à évoluer. Très bien. Alors pour conclure, on peut le souligner, le handicap invisible, en fait, c'est une réalité qui touche de nombreuses personnes. Donc en créant un environnement professionnel accessible et inclusif et en prenant en compte des mesures concrètes, on peut grandement en fait améliorer la qualité de vie des personnes dans un contexte de travail. Merci à tous pour votre attention. Merci Jessica, merci.